Très bien. Tout d'abord, est-ce qu'il y a des questions concernant donc, la dernière séance? Est-ce qu'il y en a quelque chose qui n'a pas été clair ou bien lors de votre révision, donc vous avez trouvé des difficultés à assimiler quelques informations ou quelques parties quelques parties de la norme qu'on a déjà vues? Est-ce que vous voulez qu'on voit quelque chose donc que vous avez trouvé une difficulté à l'assimiler? Ou bien qu'on passe et qu'on continue donc avec cette norme à propos des immobilisations corporelles? Est-ce que ça a Monsieur été clair? Tarek, Oui, j'ai juste une question oui. concernant les produits immobiliers, La production immobilisée. la production immobilière qui vient pour euh, équilibrer ou plutôt pour annuler les charges. Très bien, oui. Est-ce que ce montant, lui, de côté des produits, c'est le même montant euh, à la somme des charges payées à D'accord. Exactement. En fait, ça doit être le même montant. En fait, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, comme je vous ai dit, en fait, c'est d'annuler les faits parce que nous, on va immobiliser. Et lorsqu'on va immobiliser quelque chose, comment on va constater sa charge? La charge, ce sera de l'amortissement. D'accord? Et donc, pour ne pas constater donc, deux fois des charges, des charges de facture et par la suite des charges d'amortissement, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit annuler l'effet de ces charges sur le résultat de l'exercice. Et donc, pour annuler donc, une charge, en général, comme je vous ai dit, on adopte deux méthodes. Il y en a deux méthodes. Il y en a la méthode d'annulation des charges, c'est-à-dire on va créditer le compte de charge. Et ça, en fait, on l'utilise lorsque on a commis des erreurs, juste pour corriger des erreurs. D'accord? Parce qu'en fait, on a touché un compte, par exemple, de charge de transport, on va créditer maintenant un compte de transport, et donc c'est clair qu'une erreur donc, a été commise, et donc on a voulu donc, juste annuler l'erreur. Mais dans notre cas, comme ici, en fait, production immobilisée, c'est-à-dire donc on veut donc annuler juste l'effet des charges, on ne s'est pas trompé, on n'est pas dans le cas d'erreur, mais juste on veut annuler l'effet. Et on veut garder de traçabilité, parce que si on va passer compte par compte, on va les annuler, par exemple l'achat de ciment, l'achat de tel produit, main-d'œuvre, et ainsi de suite. Donc, on va passer donc, plusieurs comptes donc, à créditer. Et donc, la solution la plus facile, et pour garder, comme je vous dis, de traçabilité, c'est de constater un produit. Donc, le produit, ce sera appelé production immobilisée et que sera donc en contrepartie du compte immobilisation en cours. Et donc, de cette façon, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste annulé l'effet des charges sur l'exercice, c'est-à-dire l'exercice, il ne va pas supporter des charges de cette immobilisation en cours, parce que cette immobilisation en cours va être immobilisée, donc ces charges-là, ils vont être immobilisées, donc ils ne vont pas rester dans le compte de charge, donc ils vont passer au compte de bilan. Et par la suite, comme je vous ai dit, en fait, chaque exercice, quelle est la partie de charge qui va se porter? C'est celle de la dotation aux amortissements. D'accord? Et donc, et le deuxième, en fait, avantage en faisant cette écriture, c'est de garder de traçabilité. Donc, on a toujours de la traçabilité de la constitution comment on a calculé ce montant de production mobilisée. Donc, on n'a pas annulé les charges, mais par contre, donc, on a juste annulé l'effet de ces charges-là, c'est-à-dire, donc, on a une charge, on l'a compensée par un produit. De cette façon, il n'y a plus de résultat, il n'y a plus d'effet sur le résultat. Parce que vous savez, résultat de l'exercice, c'est quoi? C'est total débit moins total crédit, ou bien total produit moins total charge. Et donc, si on a annulé, juste on a annulé le même montant donc, de la charge, comme si donc cette charge-là, ils n'ont pas d'effet, n'ont pas d'impact sur le résultat de l'exercice. D'accord? Donc, comme vous l'avez dit, en fait, le compte de production mobilisé doit venir donc en annulant la totalité des charges.
Et d'ailleurs, en fait, ça fait partie aussi du travail du comptable de documenter cette opération. D'accord? Parce que par la suite, certainement, lors de passage de commissaire aux comptes, il va vous demander de justifier ce compte production immobilisée, ce compte immobilisation en cours. Et donc, vous devez en avoir donc documenté donc, la liste de toutes les charges qui sont concernées par cette immobilisation en cours. D'accord? Donc, vous avez donc, tout le détail. Donc, si vous avez immobilisé 28 570, donc vous devez donc, en avoir donc, la documentation sur la composition de ces 28 510. Ils sont composés de telle et telle charge. D'accord? Très bien. Est-ce qu'il y en a d'autres questions donc, à propos de la dernière séance? Donc, on a vu concernant le coût initial des immobilisations, concernant la reconnaissance des immobilisations. Donc, est-ce qu'il y en a des questions? Sinon, donc, on va passer donc, à une partie spécifique donc, aux immobilisations, qu'il s'agit en fait des dépenses ultérieures. Donc, les dépenses que nous avons réalisées, non pas au moment de l'achat de l'immobilisation, mais plutôt au cours de l'utilisation de l'immobilisation. Par exemple, on a acheté une machine, donc au bout de deuxième, il y a troisième, il y a quatrième, il y a cinquième année, on a fait des travaux. Donc, on a dépensé, on a réalisé des modifications, on a réalisé des changements dans cette machine. Et donc, est-ce que ces coûts qu'on a dépensés devraient être immobilisés, c'est-à-dire ils vont augmenter la valeur de l'immobilisation et par conséquent vont être amortis, ou bien on va constater ces charges qu'on a dépensées au niveau des charges. Et là, en fait, la norme elle est très claire. Donc, le repère, c'est quoi? Donc, notre balance, c'est quoi? Donc, elle va nous dire que si ces charges qu'on a dépensées ultérieurement, ils vont maintenir les mêmes avantages économiques futurs déjà prévus. C'est-à-dire, donc si par exemple on a une machine donc, qui produit 30 000 unités par an, mais pour réaliser ces 30 000 unités par an, par année. Et donc, ça, on dit que ces charges-là sont nécessaires pour maintenir la production déjà prévue initialement. Et donc, ça ne doit pas être capitalisé, ça ne doit pas être constaté en mobilisation, mais plutôt en charge. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'augmentation des avantages économiques futurs. Donc, ces dépenses-là, comme les dépenses de maintenance, on dit maintenance, c'est pour maintenir notre machine de la même capacité de production. Donc, ces frais de maintenance donc, ne devraient pas être capitalisés, c'est-à-dire ne devraient pas augmenter la valeur de l'utilisation, mais plutôt on doit les constater comme charge. Par contre, les dépenses qui vont augmenter les avantages économiques futurs. Et là, en fait, la question que se pose, qu'est-ce que ça peut être les avantages économiques futurs? Et donc, l'avantage économique futur, vous voyez en fait la norme internationale, donc elle a utilisé des notions très larges. Donc, elle n'a pas limité donc, la signification avantage économique futur. Elle n'a pas dit que c'est de la trésorerie qui va être générée. Elle n'a pas dit que c'est la production qui doit être donc augmentée. Et donc, elle a laissé la notion avantage économique futur. Et donc, tout ce qui peut être considéré comme avantage peut être concerné par cette définition. Je donne l'exemple. Par exemple, si une machine, donc une modification qu'on va réaliser, elle va augmenter la capacité de production. Et là, c'est clair. Donc, par exemple, une machine qu'on a achetée, donc le constructeur il nous a dit que cette machine, durant sa vie utile, elle va nous produire 100 000 unités. Elle est capable de produire 100 000 unités. Et nous, avec une modification qu'on a réalisée, donc cette machine, maintenant, elle est capable de produire 130 000 unités, et non pas 100 000 initialement prévues. Et là, donc, on dit que cette modification qu'on a réalisée, elle va augmenter les avantages économiques futurs. Parce qu'il y aura 30 000 unités supplémentaires, et donc si on va multiplier les 30 000 fois le prix unitaire, on va trouver donc une augmentation des avantages économiques futurs. Très bien.
Ça, du côté. Si par exemple, je vous dis que la modification que vous allez réaliser, elle va allonger la durée de vie de la machine. C'est-à-dire une machine qui est censée donc rester 5 ans, avec une modification qu'on a faite, elle va rester plutôt 7 ans. Donc maintenant, est-ce que cette modification qu'on a réalisée en passant de la durée de vie utile de la machine de 5 à 7 ans peut être considérée comme étant augmentation des avantages économiques futurs? D'après vous, est-ce que ça peut être considéré comme étant un avantage économique futur? Donc, est-ce que avec cette augmentation, on pourra vraiment prétendre à une augmentation au niveau des avantages économiques futurs, avec une augmentation de durée de vie? Certainement, quand on dit une augmentation de durée de vie, c'est-à-dire donc on va allonger la production. En fait, cette machine-là, qui est censée produire durant 5 ans, elle va produire durant 7 ans. Et donc, 2 années supplémentaires de production. Et donc, certainement, il y aura une quantité. Et cette quantité, quand on va multiplier donc, par un prix unitaire, et donc, certainement, il y aura une augmentation des avantages économiques futurs. Très bien. Donc voilà, au moins on a maintenant 2 cas. Donc le premier cas, c'est l'augmentation de production. Deuxième cas, c'est l'allongement de durée de vie de la machine. Et maintenant, si je vous dis, en fait, cette modification, elle va augmenter l'efficacité de cette machine. Qu'est-ce que ça veut dire, l'efficacité de cette machine? Donc une machine donc, qui est d'habitude, en fait, elle nous fait 5% de déchets, par exemple. Maintenant, avec cette modification, le taux de déchets, il va passer de 5 à 2%. Et quand on va évaluer l'effet de cette baisse de taux de déchets, on va constater que on va gagner, par exemple, 20 000 euros par année. Et donc là, est-ce que cette augmentation d'efficacité, elle peut être considérée comme augmentation des avantages économiques futurs? Eh bien, la réponse est oui, parce que l'augmentation de cette efficacité, elle a baissé le taux de déchets et par conséquent, donc, le taux de production, il va augmenter parce que si, par exemple, elle va produire 100 000, cette machine par an, et les 100 000, en fait, il y en a 5% de déchets. Et donc, il y aura 5 000 unités qui vont être perdues. Maintenant, en fait, au lieu de 5 000 qui vont être perdues, il n'y aura que 2 000. Et donc, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle a gagné? Elle a gagné 3 000 unités. 3 000 unités qu'on va multiplier par un prix unitaire. Et donc là, on peut dire aussi qu'il y a eu des avantages économiques futurs. Vous voyez, en fait, la norme internationale, elle est large. Pourquoi? En fait, elle est large pour s'adapter à plusieurs situations. Donc, juste que vous justifiez qu'il y aura une augmentation des avantages économiques futurs, c'est-à-dire une production allongée, durée de vie allongée, efficacité allongée, et ainsi de suite. En fait, chacun il peut défendre sa position. Donc, l'essentiel pour le comptable, c'est quoi? C'est de maîtriser ces définitions-là. Et donc, devant une situation, son repère, c'est quoi? Sa balance, c'est quoi? C'est de voir, est-ce que cette modification que je vais engager, elle va augmenter les avantages économiques futurs ou bien elle va maintenir le même rythme de production? Donc, si la réponse est la première, c'est-à-dire donc on va augmenter les avantages économiques futurs, par contre, cette situation, on va immobiliser ces charges qu'on va dépenser. D'ailleurs, on va voir par la suite comment on immobilise. Par contre, si ces dépenses, on dit que ces dépenses qu'on va engager, ils vont juste maintenir le même rythme de production. En fait, ils vont juste, ce sont des frais nécessaires, comme par exemple une voiture. Vous savez, une voiture, donc il y aura toujours des dépenses de routine. Donc nous avons des vidanges à réaliser chaque 10 000 km, nous avons des filtres à air à remplacer chaque 20 000 km. Nous avons des bougies à remplacer chaque, par exemple, donc 100 000 km, et ainsi de suite. Ces frais-là, donc, ce sont des frais nécessaires pour le bon fonctionnement de la machine. Donc, ces vidanges et ainsi de suite, ce sont des dépenses nécessaires au bon fonctionnement de la véhicule. Mais ils ne vont pas allonger la durée de vie de la véhicule, ils ne vont pas augmenter les avantages économiques futurs. Ces frais-là qu'on va dépenser concernant ces vidanges et ainsi de suite, ils vont être considérés comme étant des frais de maintenance. D'accord? Et non pas des frais à immobiliser. Très bien. Donc, je vous ai donné donc, une idée générale
donc, sur donc, ce concept, et on va voir maintenant en détail. Très bien. Coût ultérieur. Donc, on va voir le principe de base. Le principe de base. Donc, le principe de base, c'est quoi? Le principe de base, en fait, il nous dit que tous les coûts ultérieurs, donc engagés pour une machine, devraient être constatés en charge, sauf si. Sauf si. Donc, sauf si quoi? Sauf s'il y aura une augmentation des avantages économiques futurs. Donc, le principe de base, c'est quoi? Le principe général, c'est quoi? Non. Les dépenses réalisées ultérieurement donc, à l'acquisition de l'immobilisation devraient être constatées en charge. L'exception, c'est quoi? C'est de les constater en immobilisation sous quelques conditions. Très bien. On va voir les dépenses de maintenance et de réparation. Et on va voir les améliorations et les ajouts. Très bien. Principe général. Donc, le coût ultérieur ne doit être capitalisé que s'il augmente les avantages économiques futurs de l'actif au-delà de son état d'origine prévu. Et donc, comme je l'ai expliqué donc tout à l'heure, en disant que les coûts ultérieurs devraient être passés en charge, l'exception, c'est quoi? C'est d'offrir, c'est en fait de donner donc ces dépenses-là qu'on va réaliser, ils vont permettre à l'entreprise d'augmenter les avantages économiques futurs à un niveau au-delà du niveau initialement défini. C'est-à-dire une machine qui est prévue produire 100 000, maintenant on va produire 120 000. Et donc on a dépassé le niveau de production déjà prévu initialement. D'accord? Exemple, modernisation d'une machine qui augmente sa capacité de production. Dépenses de maintenance et réparation. Donc, description. Les coûts de maintenance et réparation ordinaires sont généralement comptabilisés en tant que charge lorsqu'ils sont engagés, car ils ne font que maintenir l'actif en bon état de fonctionnement. Très bien. Et donc, comme je vous ai expliqué, le cas de vidange pour les voitures, le cas de changement de bougie, le cas de changement des pneus, donc chaque, par exemple, 60 000 km, filtre à air chaque 20 000 km, ce sont des dépenses qui vont quoi? Qui vont maintenir l'actif en bon état de fonctionnement. Donc, ils vont juste maintenir l'actif en bon état de fonctionnement, mais ils ne vont pas augmenter des avantages économiques futurs. C'est-à-dire, en réalisant le vidange, on ne va pas allonger la durée de vie de voiture, mais plutôt, en fait, pour le bon fonctionnement de voiture, on devrait réaliser ces dépenses. Donc, l'entretien annuel d'un véhicule, donc 2000, comptabilisé comme charge. Les améliorations et les ajouts. Donc, description, les dépenses qui résultent donc, ont une augmentation de la capacité, une amélioration de l'efficacité ou une prolongation de la durée de vie de l'actif peuvent être capitalisés. En fait, les trois cas qu'on a vus tout à l'heure. Soit une augmentation de capacité de production, c'est-à-dire on va passer de 100 000 à 120 000. Une augmentation de l'efficacité, et donc il aura un taux de chute, un taux de déchets qui est inférieur donc, au taux initial. Ou une prolongation de durée de vie utile, c'est-à-dire une machine qui devrait rester plutôt, donc qui avait en fait sa durée de vie selon le constructeur, c'est 5 ans, et avec cette modification, on va pouvoir l'utiliser pour durant 7 ans. D'accord? Donc, l'ajout d'un module à une machine pour 5000 qui améliore l'efficacité devrait être capitalisé. L'écriture comptable maintenant. On va voir l'écriture comptable dans les deux cas. Dans le cas de maintenance et réparation, on a dit, les maintenances et réparations, ce sont des dépenses qui sont réalisées juste pour maintenir donc, la machine au niveau de capacité de production déjà prévu. Et donc, les entretiens et réparations, comment on va les passer? On va les passer en compte de charge. On va utiliser le compte 615, entretien et réparation, c'est un compte de charge. Si il y en a de TVA, on va mettre TVA déductible et on va créditer le compte fournisseur qui nous a fourni cette prestation d'entretien et de réparation. Et par la suite, il y aura le paiement de fournisseur. Donc, lorsqu'on le paye, on va débiter le compte fournisseur, on va créditer le compte, par exemple, compte banque ou bien compte caisse. Ça, c'est le coût de maintenance et réparation. Maintenant, les coûts d'amélioration. Donc, vous allez voir la différence. Donc, en cas d'amélioration, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, on va augmenter la valeur de l'immobilisation. Donc, vous voyez là, on a utilisé un compte de charge 615 et là, on a utilisé un compte d'immobilisation, donc immobilisation corporelle.
TVA sur immobilisation et le fournisseur d'immobilisation. Donc, vous voyez, les deux cas, c'est quoi? Donc, la première, on a constaté en charge parce qu'il n'y aura pas d'augmentation des avantages économiques futurs. Là, c'est plutôt, donc, il y aura une augmentation des avantages économiques futurs et donc, on doit immobiliser. Et là, en fait, si vous voyez, on est en train de respecter un principe général qui s'appelle le principe de rattachement des charges au produit. Donc, si une machine avec des améliorations, elle va produire, elle va augmenter la production sur plusieurs années. Et donc là, en fait, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura des produits qui vont augmenter durant plusieurs années. D'accord? Et donc, rattachement des charges au produit, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit imputer des charges sur, en fait, on va défalquer les charges qu'on va engager sur les années là où on va bénéficier des produits supplémentaires. Et donc, comment on peut répartir des charges? Non pas en le constatant dans le compte de charge, parce que si on va la constater en charge, donc toute la charge va être consommée durant l'année et va passer au résultat. Par contre, comment on doit faire? On doit immobiliser et par conséquent, si on a immobilisé donc, ces charges-là, on va les passer donc, en charge comment? On va les passer en charge par la technique de l'amortissement. D'accord? Donc la dépense qu'on va engager, on va l'amortir sur plusieurs années à travers quoi? À travers le mécanisme de l'amortissement. Donc chaque année, on va constater une dotation. Donc de cette façon, on va répartir les charges sur les exercices qui vont bénéficier de cette augmentation de production. D'accord? Est-ce que c'est clair là concernant les frais d'amortissement? Oui, c'est très clair de mon côté. Très bien, très bien, très bien, très bien. Concernant le reste, est-ce que c'est très clair? Oui, c'est bon. Très bien. Maintenant, on va voir donc, un concept très important, ce qu'on appelle l'amortissement des immobilisations corporelles. D'ailleurs, en fait, la définition de la norme internationale concernant les amortissements, elle a complètement changé et a complètement bouleversé la notion qui était purement fiscale. Donc, à certains moments, donc, la comptabilité, elle a été très liée donc, à la notion comptable, à la notion donc, fiscale. Et donc, le comptable, il était très rattaché donc, à ces notions-là. Et donc, le comptable, il n'exerce pas il ne fait pas il ne fait pas de recherche, bien il ne prend pas l'initiative donc, pour voir en fait comment répartir l'amortissement, mais plutôt il va utiliser le taux d'amortissement fiscalement autorisé. C'est-à-dire, par exemple, sur machine, donc, par exemple, la loi fiscale, elle prévoit 5 ans, et donc le comptable, il va amortir systématiquement sur 5 ans. Mais la nouvelle norme, la norme internationale, qu'est-ce qu'elle prévoit? En fait, elle a donné une définition à l'amortissement. Et par conséquent, donc, sur la base de la définition qu'elle a été donnée, donc, on va pouvoir donc, appliquer les notions de l'amortissement, répartir donc l'amortissement sur plusieurs années. Et donc, la norme internationale a défini l'amortissement comme étant la consommation des avantages économiques futurs. Et donc, quand on dit la consommation des avantages économiques futurs, donc déjà, donc on n'est plus dans le rythme linéaire, parce que le rythme linéaire suppose une consommation constante d'une année à l'autre. Mais vraiment, c'est très rare en fait d'avoir une consommation constante d'une année à l'autre. Donc, exemple, si on dit, par exemple, cette machine, donc on l'a achetée, donc sa capacité de production, c'est de 100 000 unités, 100 000 unités durant sa durée de vie. Et donc, déjà, on a produit 40 000. La deuxième année, on a produit 30 000, donc ça fait 70 000. La troisième année, on a produit 20 000. Et la quatrième année, on a produit 10 000. Et donc là, la norme, elle nous dit, vous devez constater l'amortissement selon la consommation des avantages économiques futurs. Et donc, si la première année, on a déjà produit 40 000, 40 000 par rapport à 100 000, c'est 40%. Et donc, la première année, on doit constater une dotation, un amortissement pour la valeur de 40 000 de la valeur de l'immobilisation. La deuxième année, on a produit 30 000, donc en 30 000 unités,
Et donc, on doit constater une dotation aux amortissements pour 30% de la valeur de l'immobilisation. La troisième année, c'est plutôt 20 000, et donc on doit constater 20% de la valeur, 20% d'amortissement là sur la deuxième année. Et la quatrième année, c'est plutôt 10% uniquement. Et donc, vous voyez en fait là la différence. Donc, il n'y a plus la notion de l'amortissement fiscal qui est en général l'amortissement linéaire. Autre chose, en fait, quand on dit c'est la consommation des avantages économiques futurs, donc supposons que les mêmes machines étaient acquises par deux usines, en fait, dans une même zone industrielle, mais par exemple, une des usines, en fait, elle travaille en trois équipes. Et l'autre, en fait, usine, elle travaille en équipe, en une seule équipe, et bien en deux équipes. Et donc, certainement, donc là, par exemple, là, euh, quand on dit, par exemple, la machine, elle va produire 90 000 ou bien 100 000 unités sur 3 ans, et donc l'usine, la première usine, donc qui travaille en trois équipes, et chaque équipe, elle va produire 3 333. Et donc, on peut dire que cette machine, elle va produire les 10 000 juste en première année, d'accord? Alors que pour la deuxième usine, en fait, elle va travailler au même rythme, mais elle a juste une seule équipe de production. Et donc, elle va produire 3 333. Et donc, c'est le 1/3 de la quantité dont la machine est capable de produire. Et donc, la première usine, elle va constater un amortissement de 100% dès la première année pour la machine, alors que la deuxième usine, en fait, qui a produit le 1/3 de la production, de la capacité de production, elle va constater donc un amortissement juste pour le 1/3 de la valeur de l'immobilisation. D'accord? Vous voyez là, en fait, la notion de l'amortissement, la définition qui a changé, qui concerne la consommation des avantages économiques futurs, elle a vraiment bouleversé beaucoup de notions. Donc, il n'y a pas d'évidence, il n'y a pas de solution donc, prête donc, à être utilisée. Donc, chaque situation donc, a ses particularités, chaque usine a ses particularités. Et donc, notre repère, c'est quoi? C'est combien on a consommé des avantages économiques futurs qu'on doit passer en charge. D'accord? Donc là, on va voir. Monsieur, Donc, oui, oui, s'il vous plaît, justement, oui, une question. oui, bien sûr. À entendre des explications sur tout à l'heure, des exemples, j'ai l'impression que nous sommes plus sur des, des matériels industriels, c'est-à-dire des machines qui produisent, Oui. surtout dans le cas de l'amortissement par rapport à la production. Est-ce que avec un ordinateur, par exemple, ne Mhm. produit pas forcément Oui, quelque chose, comment est-ce que l'amortissement fonctionne avec la nouvelle très balance? bien, très bien, très bien, très bien. Concernant, en fait, pourquoi j'en ai parlé des machines? Parce que, en fait, les machines, la partie, tout ce qui est machine, c'est la partie qui peut faire vraiment la différence entre deux sociétés. Et là, en fait, la consommation des avantages économiques qui n'est pas d'une façon constante. En fait, elle est très variable d'une société à l'autre. Par contre, par exemple, une construction. Donc, une construction, donc certainement, donc c'est difficile de prouver que la construction, elle a été utilisée donc la première année plus que la deuxième année. Et donc, en général, pour une construction, on va utiliser un taux d'amortissement donc linéaire. D'accord? Mais pour les machines, pour les ordinateurs, c'est la même chose. En général, donc les ordinateurs, on va les utiliser d'une façon pratiquement d'une façon constante. Sauf, par exemple, s'il y en a quelque chose de spécifique qui devrait être, par exemple, qu'elle est soumise à des changements technologiques très rapides, on devrait utiliser, par exemple, un amortissement dégressif. Un amortissement dégressif, c'est quoi? C'est en fait de passer le maximum des amortissements les premières années. Et donc, la dernière année, donc, on passera donc, un amortissement donc, faible. Pourquoi? En fait, pour récupérer le maximum du capital de l'immobilisation dès les premières années. Donc, votre remarque, donc, elle est bonne, donc elle est à sa place. Donc, et d'ailleurs, c'est pourquoi, en fait, j'ai pris les cas des machines parce que
les machines en général dans la consommation, donc l'utilisation, il pourra être variable entre deux usines. D'accord? Mais concernant construction, concernant le matériel du bureau, concernant donc surtout ça, parce que aussi tout ce qui est matériel transport, donc il pourra être soumis donc à une consommation variable. Une société donc qui travaille par exemple 24 heures sur 24 heures, c'est pas comme celle qui travaille donc 8 heures sur 24 heures et ainsi de suite. D'accord? Très bien. Et aussi, D'accord. en fait, pour les ordinateurs, si le cas, par exemple, on trouve qu'on est en travail donc en deux équipes, par exemple, donc certainement, donc c'est pas la consommation comme celle d'une entreprise qui travaille donc dans en une seule équipe. Et donc, quand on travaille en deux équipes, c'est-à-dire il y en a du personnel administratif qui va travailler sur ces ordinateurs, et donc ces ordinateurs, ils ne vont pas être capables de rester vraiment 3 ans. Au bout de 2 ans, peut-être, ça va être, on va être obligé donc à les changer. D'accord? Donc, selon l'utilisation donc, qu'on va réserver pour ces machines, donc on dit qu'on consomme les avantages économiques futurs. Donc, on va voir maintenant le concept de l'amortissement. Donc, comme je l'ai dit, le concept qui a changé, qui essayait de s'éloigner de notions donc, purement donc, fiscales. On va voir les méthodes d'amortissement, donc les méthodes d'amortissement autorisées. Donc, on va les voir, les calculs et par la suite le calcul de l'amortissement. Comment on calcule l'amortissement? On va voir en fait les bases de l'amortissement. En fait, la base de l'amortissement aussi qui a été changée. Donc, au départ, moi, je me souviens de l'année de 2000 et un peu avant 2000, en fait, ça a été en 1990, je pense. Donc, l'amortissement qui a été basé essentiellement sur le coût de l'immobilisation. Donc, il n'avait pas la notion de la valeur résiduelle. Donc, on va voir tout à l'heure comment. Donc, la base de l'amortissement n'est pas la valeur brute en fait, de l'immobilisation, mais plutôt, donc le coût de l'immobilisation moins donc une valeur résiduelle, c'est-à-dire la valeur, donc le prix de vente de la machine au bout de son utilisation. Et on va voir tout à l'heure en détail. On va voir le concept de l'amortissement. Donc l'amortissement donc, est le process de répartition systématique du montant dépréciable d'une immobilisation corporelle sur sa durée de vie utile. Il reflète quoi? Il reflète la consommation des avantages économiques futurs. Exemple, une machine de 20 000 avec une durée de vie utile de 5 ans. Donc, on va l'amortir, par exemple, sur 5 ans. Les méthodes d'amortissement. Donc, il y en a 3 méthodes d'amortissement donc, essentielles. Il y en a l'amortissement linéaire. Donc, en fait, on va répartir le coût de l'actif de manière égale sur sa durée de vie utile. C'est-à-dire, par exemple, la durée de vie, par exemple, de l'ordinateur, par exemple, est 3 ans. Donc, on va l'amortir sur 3 ans. C'est le coût, on va le diviser sur 3. Et donc, toutes les amortissements, toutes les dotations des années va être constante durant les 3 ans. Il y a l'amortissement dégressif, donc un taux d'amortissement plus élevé appliqué dans les premières années, diminuant donc au fil du temps. Et là, comme je vous ai dit, en fait, c'est pour se couvrir tout ce qui est évolution technologique. Et donc, on dit qu'on doit amortir donc, le maximum les premières années pour que par la suite, donc s'il y a eu un changement technologique, donc on a au moins récupéré la majeure partie de notre capital. C'est ça, l'amortissement dégressif, par exemple, va appliquer, par exemple, 50, 30, 20. D'accord? Donc, la première année, on va appliquer 50% de l'amortissement. La deuxième année, c'est 30% et la troisième année, c'est 20. Unité de production base l'amortissement sur l'utilisation ou la production réelle de l'actif. C'est le cas, par exemple, que je vous ai dit, en fait, une machine qui est capable d'après le constructeur, elle va nous produire, par exemple, 100 000 unités durant sa durée de vie utile. D'accord? Supposons que cette année, on a déjà produit 50 000. Et donc, on peut se dire qu'on a déjà consommé 50% de sa capacité de production. Et donc, l'amortissement doit être 50% de sa valeur. D'accord? Et donc, comment l'entreprise elle va faire ici? Elle va voir, en fait, elle va diviser la production donc on a sur la capacité et elle va déterminer un taux qu'elle va l'appliquer pour déterminer le taux de la dotation, le montant de la dotation.
Maintenant, le calcul de l'amortissement. Donc, le calcul doit être, c'est le coût de l'actif moins la valeur résiduelle. Donc ça, par exemple, le calcul d'amortissement sur, donc ça, c'est la base de l'amortissement. Pour le cas de l'amortissement linéaire, c'est-à-dire la base de l'amortissement, on va diviser sur la durée de vie utile. Mais si je me tarde un peu sur la base de l'amortissement. Donc, par exemple, le coût de l'immobilisation, on a trouvé pour 30 000. Donc, est-ce qu'on va appliquer l'amortissement sur 30 000 ou bien, par exemple, on va déduire la valeur résiduelle? C'est-à-dire, on sait très bien qu'une voiture, par exemple, c'est vrai qu'au bout de 5 ans, donc, il est totalement amorti. Donc, au niveau de la comptabilité, sa valeur nette comptable, elle est zéro, mais on sait très bien que le marché d'occasion, donc, il y aura toujours une valeur. Donc, supposons que j'ai ce camion-là, il m'a coûté 50 000 euros. D'accord? Et au bout de 5 ans, en fait, son amortissement, il est total. Mais quand je vais le descendre pour le vendre sur le marché, il va me rapporter 15 000 euros. Et là, en fait, la base de l'amortissement, qu'est-ce qu'elle doit être? Est-ce que la base de l'amortissement doit être les 50 000 euros comme coût qu'on a déjà dépensé initialement, ou bien ça doit être les 5 000, la valeur résiduelle, et donc on va trouver 35 000 qui devrait être la base de l'amortissement. D'après vous, est-ce que vous avez une réponse? En fait, la norme internationale introduit cette notion de valeur résiduelle. Et on va voir l'exemple tout à l'heure, comment, en utilisant cette méthode de base, en fait, de la base de l'amortissement, qui est le coût de l'actif moins la valeur résiduelle, c'est une méthode qui va assurer une meilleure répartition des charges et des produits. Parce que, d'ailleurs, on va voir l'exemple tout à l'heure. Maintenant, on va le voir l'exemple. Voilà. Ça, c'est la base de l'amortissement. Donc, la base de l'amortissement, ce sera le coût de l'actif moins la valeur résiduelle. Et quand on dit la valeur résiduelle, c'est-à-dire la valeur de sa vente, donc après qu'il soit totalement amorti. Très bien. On va faire l'exemple. Mais avant de faire l'exemple, je vais vous montrer, en fait, voilà. Très bien. Je vais vous montrer, en fait, l'incidence une comparaison entre l'ancienne méthode, donc l'ancienne méthode qui est basée sur l'amortissement du coût du matériel de transport, et celle de la nouvelle méthode, en fait, qu'elle a changé la base de l'amortissement qui devient le coût moins la valeur résiduelle. Donc, supposons qu'on a acheté un matériel de transport pour 100 000. Sa valeur résiduelle sera de 30 000. Très bien. La première méthode, l'ancienne méthode, c'est celle-là. Donc, l'ancienne méthode. Très bien. Donc, dans l'ancienne méthode, qu'est-ce qu'on va constater? Chaque année, on va constater un amortissement, supposons que sur 5 ans. Et donc, la première année, ça sera donc, les 100 000 sur 5. Donc, on va constater 20 000 en charge la première année, 20 000 en charge la deuxième année, 20 000 en charge la troisième année, 20 000 en charge quatrième année et 20 000 en charge cinquième année. Et la valeur résiduelle, c'est-à-dire on va vendre cette machine, ce matériel de transport, donc l'année, la cinquième année pour 30 000. Et donc, on va passer un produit pour 30 000 la cinquième année. D'accord? Si on totalise, donc total des charges, c'est 100 000, total des produits, c'est 30 000, donc différence entre 100 et 70, il y en a 70 000. D'accord? La nouvelle méthode, donc celle-là, la nouvelle méthode. La nouvelle méthode, qu'est-ce qu'elle va se baser? Donc, la nouvelle méthode, on l'indique, elle va se baser sur la base de l'amortissement qui est 70 000, qui est le coût de l'immobilisation, déduction faite de sa valeur résiduelle. On a déterminé 70 000. Donc, si je divise les 70 000 sur 5, je vais trouver 14, 14, 14, 14 et 14. D'accord? Et donc, là, avec la nouvelle méthode aussi, lorsqu'on va réaliser une vente, les 30 000, on ne va pas les constater en produit.
Pourquoi on ne va pas les constater en produit? Parce qu'on a déjà pris en compte de ces produits-là lors du calcul de la base de l'amortissement. Et donc, si je fais le total des 14 000, on va trouver les 70 000. Donc, concernant sur les 5, c'est-à-dire résultat sur les 5 années, c'est la même chose. Donc, résultat sur les 5 années, on a fait supporter l'entreprise 70 000. D'accord? Mais là, en fait, si je vois l'ancienne méthode et la nouvelle méthode concernant la répartition des charges et produits. Donc, vous voyez là, en fait, j'en ai une charge constante durant les 4 années de 20 000 et par la suite, donc 20 000 la cinquième année, mais je vais constater un produit de 30 000. Mais en fait, ce produit-là, est-ce qu'il est spécifique à la cinquième année? Ce produit-là, est-ce que c'est un produit qui est spécifique à la cinquième année? Je vous dis non. Ce produit-là, c'est un produit général, donc c'est un produit qui est lié au matériel de transport. Et donc, si je rattache les charges au produit, je dois rattacher aussi les 30 000 sur les 5 années. D'accord? Et d'ailleurs, si vous divisez les 30 000 sur 5, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver les 6 000. Et donc, comme si vous allez mettre 6 000 en produit pour chaque année. C'est pourquoi là, en fait, on a trouvé 14 000. Donc, si supposons qu'on a mis donc, la charge 6 000 et produit charge 20 000 et produit 6 000. Donc, 20 000, 6 000, 20 000, 6 000, c'est comme si on a une charge de 14 000. Et donc, vous voyez, en fait, cette nouvelle méthode, elle assure une meilleure répartition des charges produits. Donc, la charge, elle est constante. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a surchargé les 4 premières années. Au lieu de passer une charge de 14 000, on a passé des charges de 20 000. D'accord? Et par la suite, la cinquième année, on a passé une charge de 20 000 et un produit de 30 000. D'accord? Et donc, il est comme si on a constaté un produit de 10 000. Alors que la nouvelle méthode, qu'est-ce qu'elle a fait? Il y aura une répartition équitable entre les années, donc concernant les charges et les produits. D'accord? C'est pourquoi, vous voyez, en fait, c'est une méthode qui assure un meilleur rattachement des charges produits. Et donc, ces produits de 30 000, ce ne sont pas des produits spécifiques à la cinquième année, ce sont des produits qui résultent de la vente d'un matériel et que ce matériel a été utilisé durant les 5 années. Et donc, ces 30 000 devraient être répartis aussi sur les 5 000 pour atténuer l'effet de ces charges. Et c'est l'objet et c'est la solution proposée par la nouvelle méthode. D'accord? On va voir maintenant un exemple. L'exemple, en fait, le coût d'acquisition d'un fourgon mis en circulation le 1er juillet, l'année N, s'élève à 32 000 euros. La société MCE cède systématiquement donc ces véhicules utilitaires au bout de 3 ans d'utilisation. Pour quelle valeur? Pour 20% de leur prix d'acquisition. Ça, c'est la valeur résiduelle. Le coût de sortie sont estimés à 3% de prix de cession. Le coût de sortie, c'est-à-dire, par exemple, donc c'est la rédaction de contrat de cession. Donc, on aura un notaire ou bien un avocat qui va signer le contrat, qui va éditer, qui va préparer un contrat de cession. D'accord? Donc, les coûts de sortie sont estimés à 3%. Et là, pourquoi en fait on a ajouté les coûts de sortie? C'est en fait pour dire que dans cette formule-là, quand on dit le coût de l'actif, on doit déduire la valeur résiduelle nette. La valeur résiduelle nette. C'est quoi la valeur résiduelle nette? Ce sont les produits qui vont être générés par la vente de cette machine, déduction faite des coûts qui sont nécessaires pour réaliser cette opération de vente. D'accord? Comme dans notre cas, donc on était obligé d'amener un notaire ou bien un avocat pour donc rédiger le contrat. Et donc ce contrat nous a coûté 3% de prix de cession. Question donc une, calculer la base amortissable comptable. Question 2, présenter le tableau d'amortissement comptable. Donc là, c'est simple. Donc, calculer la base d'amortissement comptable. On a dit la base de l'amortissement, c'est quoi? C'est le coût
déduction faite des valeurs résiduelles et, comme je disais tout à l'heure, valeurs résiduelles nettes. D'accord? Donc, le coût, c'est quoi? Donc, le coût, donc, le 1er janvier, donc, il est 32 000. La valeur résiduelle, c'est 20% des 30 000. Ce sera donc 6 400, normalement. Ces 1 400, on doit déduire les 3% qui est le prix de cession, qui est le coût de sortie, quand je dis, en fait, par exemple, les frais de notaire, et ainsi de suite. Et donc, on va déterminer maintenant la base de l'amortissement, qui est celle-là. Donc, la base amortissable comptable est égale à la valeur d'entrée dans la patrimoine. Déduction faite de la valeur résiduelle, comme je dis, nette, à condition que cette dernière soit significative et mesurable. La valeur résiduelle correspond au prix de cession et d'immobilisation diminué de coût de sortie. Donc, le prix de cession, on a 32 000 fois 20%, donc 6 400. Le coût de cession, c'est 6 400 fois 3 000, et donc sont 190. Et donc, la valeur résiduelle, ce sera 6 208. Et donc, la base d'amortissement, en demi, moins la valeur résiduelle. Donc, on aura une valeur de 25 792. Et donc, on ne va pas appliquer l'amortissement sur les 32 000, mais plutôt on va appliquer l'amortissement sur les 25 792. D'accord? Ça, c'est la base de l'amortissement. Deuxième question, présenter le tableau d'amortissement comptable. Eh bien, là, c'est l'annuité constante. En fait, on a, donc la base d'amortissement, c'est 25 792, donc celle qu'on a déterminée là, 27 192. Là, en fait, au niveau d'énoncé, il nous a dit, en fait, donc, elle va céder systématiquement ses véhicules au bout de 3 ans d'utilisation. Donc, on va diviser les 25 792, on va les diviser par 3 pour déterminer l'annuité constante. Ça a été donc une annuité constante. Donc, l'amortissement annuel, l'annuité, c'est 8 592. Mais dans notre cas, il nous a dit que, au niveau d'énoncé, donc vous voyez là, sur ça, mise en circulation le 1er juillet, année N. Et donc, cette machine, si on a acheté le 1er janvier, le 31/12, combien elle a resté? Elle a resté la moitié de l'année. Et donc, on fera les 8 592, on va diviser par 2. Ou bien, comme la fille là, en fait, on a multiplié fois 6 et on a divisé par 2. Très bien. Voici le tableau d'amortissement. Donc, l'année N, c'est 25 792. L'annuité, c'est 4 298. C'est comme on l'a déterminé. Donc, l'amortissement cumulé. La valeur nette comptable, c'est la base de l'amortissement, déduction faite de l'amortissement cumulé. D'accord? Deuxième année, c'est une annuité complète, c'est 8 593. Et donc, l'amortissement cumulé sera 4 298 plus les 8 597, on aura 12 892. La valeur nette comptable, c'est-à-dire les 25 792 moins les 12 000, on trouvera 12 896. L'année N plus 2, donc on fera la même chose. Donc, l'annuité sera 8 592. Amortissement cumulé, il sera 21 493. C'est quoi les 21 493? C'est les 12 000 plus le 8 597. D'accord? La valeur nette comptable, il sera, donc la valeur nette comptable, c'est 25 792. On va déduire le cumul d'amortissement, c'est les 21 492, on aura les 4 298. Et l'année N plus 3, donc l'annuité sera 4 292, c'est pour compenser la moitié d'année de l'année N. Donc de l'année N, voilà. Donc vu qu'on a acheté le 1er juillet. D'accord? Très bien. Et là, en fait,
faut faire attention à quelque chose. La valeur résiduelle, elle est basée sur quoi? La valeur résiduelle, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur des estimations. Donc, on n'a pas une certitude. On ne sait pas vraiment donc, que cette machine va être vendue après donc, 2 ans, 3 ans pour 10 000 euros. On n'a pas cette certitude. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est une estimation. Donc, on va baser sur des estimations, mais toujours comme les provisions. Si on va faire des estimations, on doit réviser ces estimations chaque année. Donc, chaque année, on doit réviser ces estimations. Comme en fait des provisions. Donc, quand on va constater une provision, l'année prochaine, on va évaluer il y a encore suffisante, ou bien donc on est déjà dépassé donc le montant de provision, et donc on doit réaliser une reprise sur la provision. Et donc là, c'est la même chose. Donc la valeur résiduelle, tant qu'elle est basée sur une estimation, elle doit être révisée chaque année. Et donc, si on va réviser donc, la valeur résiduelle, c'est absolument comme si on va réviser donc l'amortissement en lui-même. D'accord? On va voir maintenant le cas en fait d'une révision de la valeur résiduelle durant les années d'utilisation de l'immobilisation. Soit immobilisation acquise donc le 1er janvier N pour un prêt de 5 000. Sa valeur résiduelle est estimée à cette date, c'est-à-dire donc pour une durée d'utilisation par l'entreprise à 5 ans, à 500. D'accord? Donc, on a l'information qu'au bout de ces années d'utilisation, donc la valeur, au bout de ces 5 ans, donc la valeur résiduelle serait de 5 000. Donc, l'amortissement, c'est quoi? L'amortissement, c'est le coût moins la valeur résiduelle qui est 500, et on va diviser, l'amortissement est linéaire, on va diviser sur 5. Donc, l'amortissement de la première année, c'est 900. Le 31 janvier donc, de l'année N plus 1, la valeur résiduelle est réestimée à 600. La valeur résiduelle, qui était de 500, est estimée à 600. Donc, l'amortissement N plus 1, c'est quoi? Ça sera les 5 000 moins les 9 000 qui sont les amortissements qu'on a constatés l'année N, moins la valeur résiduelle, la nouvelle valeur qui est 6 000, et on va diviser sur les années restantes. Donc, il nous reste 4 ans. Donc, on va diviser sur 4, on va trouver l'amortissement, la nouvelle amortissement qui sera 895. La valeur résiduelle est estimée le 31 janvier N plus 1 à 400. Donc, c'est la même chose, on va faire la même chose. Donc, il y aura donc, le coût. On va déduire les amortissements déjà constatés. Donc, on a constaté l'amortissement de 900 et on a constaté l'amortissement de 875. Et on va déduire aussi la valeur résiduelle et on va diviser, dans notre cas, sur 3, en fait, sur les années restantes. Donc, on aura 941. Ça, c'est pour l'année N plus 1. La durée d'utilisation est prolongée de 2 ans. La valeur résiduelle est estimée à 200. Donc, même la durée de vie, donc, elle est variable. Dans ce cas-là, la durée d'utilisation est prolongée de 2 ans. Et donc, au lieu de 2 ans, 3 ans, donc maintenant, c'est plutôt 4 ans. Et la valeur résiduelle est estimée à 200. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les 5 000, on va déduire les amortissements qu'on a constatés, qui sont les 9 000, les 900, les 875, les 400, les 941, et on va déduire aussi la valeur résiduelle qui est 200. Et on va diviser sur la période restante. Donc, la période restante, elle était de 2 ans, et maintenant, donc, avec la prolongation des 2 ans, il aura 4 ans. Et donc, on va diviser sur 4, on va trouver 5,21. Au 31-12, N plus 6, la valeur résiduelle est estimée à 500. Donc, la valeur comptable était 5,21. Aucun amortissement ni reprise ne sont constatés au titre de l'exercice N plus 1. Donc, l'essentiel de cet exercice, c'est quoi? C'est en fait de dire que les amortissements, donc les valeurs résiduelles, il s'agit d'une estimation, donc ils seront toujours basés sur une estimation, donc,
on doit réviser ces estimations d'une année à l'autre. D'accord? C'est comme je dis, le cas de provision qu'on a constaté. Donc, chaque année, on doit réviser les provisions à la hausse comme à la baisse. Très bien. Est-ce que vous avez des questions concernant ça? Est-ce que c'est clair concernant la valeur nette et l'ajustement de la valeur résiduelle au fil des années? Est-ce que c'est clair? Monsieur Tarek, Oui, question, le oui, dernier point, oui, au je vous entends. grand grand E, au 31 décembre de l'année, puisque la valeur résiduelle est déterminée Je vous entends, je vous entends mal. Oui, je disais que j'ai une question Oui, sur le dernier point. d'accord. Pour l'énoncer, la valeur comptable étant de 521, aucun amortissement ni reprise ne sont comptés au titre Non, de l'exercice. je vous entends mal. Donc, j'ai entendu en fait le début, et par la suite, en fait, j'ai commencé donc à ne pas bien entendre. Donc, si vous permettez, vous répétez la question. Oui, ma question, c'est... Vous m'entendez bien? Je vous entends plus. Allô? Oui, est-ce que là, ça va? Ah, là, c'est bon. Oui, je disais que ma question est sur le dernier point. Sur D'accord. l'énoncé, la valeur comptable étant de 521, aucun amortissement ni reprise ne sont constatés au titre de l'exercice N plus 6. Je voudrais un peu comprendre cette partie-là. D'accord. Donc, au 31/12 N plus 6. Donc, la valeur estimée donc, à 550. La valeur comptable donc, étant à 5,21, aucun amortissement ni reprise ne sont constatés au titre de l'année de l'exercice N plus 6. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a dit durant l'utilisation prolongée sur 2 ans? Et donc, N plus 6, la valeur résiduelle est estimée à 550, la valeur comptable étant 5,21. Okay. Quel amortissement et reprise ils sont constatés au titre de l'exercice N plus 6. 550. Donc, nous étions donc à 200. En fait, nous étions la dernière estimation, ça a été donc durée d'utilisation est prolongée 2 ans et la valeur résiduelle est estimée donc à 200. Donc, nous étions la dernière la dernière révision, ça a été 200 et par la suite, donc l'année 31/12 N plus 6, la valeur résiduelle est estimée à 550. La valeur comptable étant de 5,21. D'accord? Non, en fait, on doit schématiser tout ça pour vraiment comprendre. On va prendre ça, on va l'utiliser et on va faire notre exercice. On va faire sur Excel. Ce sera mieux. Parce qu'en fait, on doit suivre l'historique pour voir. Voilà, on va faire l'exemple. En fait, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, là, donc, on va voir le cumul de l'amortissement. D'accord? Pour comprendre exactement qu'est-ce qu'on doit constater. Parce que, en fait, vous le savez,
que le cumul d'amortissement ne doit jamais dépasser la valeur de l'immobilisation en lui-même. D'accord? Donc, la valeur brute, elle est de 5 000. On est d'accord? Donc, la valeur brute, elle est de 5 000. C'est bien. C'est-à-dire la valeur brute de l'immobilisation. Là, c'est l'année N. Là, c'est l'année N plus 1, et ainsi de suite. D'accord? Donc, l'année N, qu'est-ce qu'on a constaté? Donc, la valeur résiduelle estimée, l'amortissement de l'année N, ça a été 9 000. Donc, là, c'est 900. N plus 1, ça a été 8,75. Donc, 8,75. N plus 2, donc N plus 2, ça a été 9,41. Donc, 9. N plus 3, donc c'est 5,21. Donc ça, c'est 5,21. D'accord? Et ça restait en fait jusqu'à N plus 5. Donc 5,21, 5,21. D'accord? Là, quand je fais le cumul de ça, je vais trouver 4279 d'amortissement constaté. Très bien. Et là, on a dit que la valeur, donc le prix résiduel, la valeur résiduelle, donc la valeur résiduelle, donc elle est de 550. C'est ça? Donc c'est 550. Donc, base amortissement doit être égal dans 5000 moins 550. Donc, l'amortissement, la base d'amortissement, en fait, c'est 4450. D'accord? C'est-à-dire, donc, nos amortissements ne devraient jamais dépasser les 4450. Et donc, là, qu'est-ce qui nous a fait? En fait, la valeur résiduelle est estimée. La valeur comptable étant de 5,21, la valeur comptable 5,21, comme est calculé 5,21. Donc, là, je mets la valeur. Ah, qu'est-ce qu'il a Excel? Quel amortissement les reprises ne sont constatées au titre de l'année N plus 6. Donc, on dit 9 000, 8,75, 9,41, 9,41, 5, 21, 5, 21, 51. Ah, d'accord. La valeur comptable. Quelle est la différence là? Donc, en fait,
en fait, peut-être c'est pas très clair, mais le principe, c'est quoi? Le principe qu'on a une valeur de base de 5000. On a une valeur résiduelle, donc à la fin, la dernière valeur résiduelle, ça a été 550. D'accord? Donc la base de l'amortissement, c'est quoi? C'est 4450. Ici, en fait, je fais le cumul des amortissements que j'ai déjà constatés. Donc les 9875, 941, 521, 521 et 521. D'accord? Quand je mets le cumul de tout ça, c'est 4279. Et donc, quand je compare donc, le cumul d'amortissement par rapport à la base d'amortissement, comme je l'ai dit, en fait, il doit jamais dépasser, le cumul d'amortissement ne doit jamais dépasser la base de l'amortissement. Et donc là, en fait, l'année N plus 6 ne doit jamais dépasser l'amortissement de 171. Pourquoi 171? Pour en avoir donc, le cumul de 450. Je vais vérifier encore en fait pourquoi c'est dit là en fait que la valeur est en Canada. Aucun amortissement ni reprise ne sont constatés au titre de l'année N plus 6. Mais normalement, donc l'année N plus 6, on doit constater l'amortissement de 171. Normalement, l'année N plus 6, on doit constater l'amortissement de la dotation de 171 pour que en fait, le cumul des amortissements constatés soit égal à la base de l'amortissement. D'accord? Je vais vérifier ça. En fait, j'ai vraiment oublié le détail de cet exercice-là. Pourquoi c'est écrit de cette façon? Je vais le réviser, mais le plus important, c'est à retenir quoi? À retenir cette règle que la base de le cumul des amortissements qu'on va réaliser, là, en fait, comme on a réalisé après révision 900, 600, 900, 875 et ainsi de suite, que la valeur, en fait, le cumul des amortissements ne doit pas dépasser la valeur. C'est pourquoi, en fait, là, si on va mettre là, comme les autres exercices, les 5,21, d'accord, comme c'est prévu, parce que là, c'est quoi? On a dit que, en fait, les 5,21 sur les 4 années, 5,21. Donc, si je vais mettre les 5,21 là, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai un cumul d'amortissement de 4800. Alors que la base de l'amortissement, c'est quoi? C'est 4450. Et donc, l'année N plus 6 ne doit jamais dépasser l'amortissement de 171. Pourquoi? Pour ne pas dépasser la base de l'amortissement. D'accord? Mais je vais vérifier ça la prochaine fois. Donc, je vais vous donner explication, soit que l'énoncé, donc cette paragraphe, il est erroné, soit il y en a une autre. Je vais la réviser donc à tête posée. D'accord? Mais l'essentiel, retenez cette règle qui va vous permettre en fait de suivre et de toujours en avoir un repère sur laquelle donc vous avez donc vous pouvez faire vos rapprochements. L'essentiel, que le cumul des amortissements ne doit jamais dépasser la base de l'amortissement. Parce que l'amortissement, c'est une partie de la base de l'amortissement. Et donc, on ne doit jamais dépasser la valeur de l'amortissement. D'accord? Très bien. Je reviens donc à mon slide, mais je vais vous donner une meilleure explication, Charles, la prochaine fois, quand je vais vérifier cette partie-là. Très bien. Maintenant, on va voir quelle est l'écriture comptable. L'écriture comptable est typique en fait à la constatation de la dotation, comme vous le savez certainement. Donc, on va constater le compte 68, donc une dotation, et on va créditer le compte d'immobilisation, le compte 28, amortissement. D'accord? Ça, c'est l'écriture typique, donc on va la constater. Et en fait, chaque année, on va constater, par exemple là, la première année, ça sera donc pour 900. La deuxième année, ça sera pour 875. La troisième année, ça sera pour 941. Et la quatrième année et la cinquième année pour 521. Et la sixième année pour 171, comme on a bien de le déterminer. D'accord? Très bien. Très bien. On va parler maintenant d'un volet très important aussi, en fait, qui concerne la dépréciation des immobilisations corporelles. Donc, il y en a, là, je vais vous parler d'une règle générale. La règle générale,
la règle générale, en fait, d'ordre de prudence, en fait, qui stipule que les actifs d'une entreprise, c'est-à-dire un comptable, ou bien les actifs de l'entreprise, on doit veiller à ce que les actifs de l'entreprise ne soient pas surévalués et les passifs de l'entreprise ne doivent pas être sous-évalués. Et là, on va parler de concept de provision. Donc, on va parler de concept de provision pour dépréciation et de provision pour risques et charges. Donc, est-ce que vous connaissez déjà la différence entre ces deux types de provision? Provision pour dépréciation et provision pour risques et charges. Est-ce que vous connaissez cette différence? Provision pour risques et charges et provision pour dépréciation. En fait, la réponse est simple. Comme je viens de vous expliquer, donc la règle de prudence, elle nous oblige de toujours vérifier, à toujours veiller à ce que nos actifs ne soient pas surévalués. C'est-à-dire, si on a une mobilisation pour une valeur de 1 million d'euros, pour 500 000 euros, on doit veiller à ce que cette immobilisation, vraiment, sa juste valeur sur le marché, dépasse cette valeur. Si on a une créance envers un client pour 20 000 euros, on doit s'assurer que la valeur réelle de cette créance dépasse les 20 000 euros. Si on a un stock pour 500 000 euros, on doit avoir une assurance que notre stock vraiment n'est pas au-dessous de ces 500 000 euros. Et là, donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on doit veiller à ce que nos éléments d'actifs, en fait, les actifs de bilan, ne soient pas surévalués. Et donc, s'ils sont surévalués, c'est-à-dire, par exemple, si on a un stock, il est valorisé au niveau de la comptabilité pour 300 000 euros. Alors que sur le marché, si on multiplie la quantité fois la valeur, donc le prix de vente, on va trouver c'est plutôt 250 000 euros. Et donc le process qu'on doit utiliser pour baisser la valeur de ce stock-là de 300 000 à 250 000, c'est le process de provision pour dépréciation. Par exemple, dans notre cas, c'est la provision pour dépréciation du stock. Donc on va constater une provision pour dépréciation de stock pour 50. Et donc, cette provision pour dépréciation, elle va venir en déduction de la valeur brute du stock, donc c'est 300 000 moins les 50 000, et on aura donc une valeur du stock net pour 250 000. Et donc, c'est la valeur du marché. D'accord? Alors que la provision pour risque et charge. Les provisions pour risque et charge, elle est utilisée pour éviter à ce que les passifs de l'entreprise ne soient pas sous-estimés. D'accord? C'est-à-dire, si on a, par exemple, donc une dette envers un fournisseur qui n'est pas sous-évaluée, si on a un conflit donc, avec un fournisseur que le montant de conflit sous-évalué, et donc on va utiliser les provisions qu'on appelle les provisions pour risque et charges. Donc, les provisions pour dépréciation, ce sont des provisions qui vont concerner les éléments de l'actif, et les provisions pour risque et charges, ce sont des provisions qui vont concerner les éléments de passif. Très bien. Là, donc, on est dans le cas d'immobilisation corporelle. Donc, on est dans le cas des actifs de l'entreprise. Et donc, on parle de dépréciation. Et quelle est la définition de dépréciation concernant en fait les immobilisations corporelles? Donc, comme vous le savez, au niveau des immobilisations corporelles, on a la notion de l'amortissement en fait, qui est considéré comme étant la dépréciation, comme étant la consommation des avantages économiques futurs. Et donc, quand on dit une dépréciation, c'est comme si on dit que la valeur de l'immobilisation est en train de baisser avec un rythme qui dépasse l'amortissement qu'on est en train de constater. On va expliquer. En fait, on va voir le concept de dépréciation, on va voir les indicateurs de dépréciation, et par la suite, on va calculer donc, et comptabiliser, comment calculer et comptabiliser donc, cette dépréciation.
Dépréciation. La dépréciation est la diminution de la valeur comptable d'une mobilisation corporelle qui dépasse son amortissement normal, résultant de facteurs tels que l'usure, l'obsolescence ou changement dans l'utilisation de l'actif. Exemple, une machine dont la technologie devienne obsolète plus rapidement que prévu. D'accord? Et donc, si par exemple, on a une machine d'injection de plastique, et on sait très bien que ces machines d'injection de plastique, il y aura une nouvelle technologie chaque 3 ans. Exceptionnellement, et donc, nous avons prévu d'amortir, par exemple, notre machine sur 3 ans, d'accord, de façon, supposons, dégressive. Mais exceptionnellement, cette année, donc, il y a eu un changement technologique très important, mais ça a été au bout de 2 ans, après ce qu'on a, nous avons acheté une machine. Et donc, c'est la valeur de la machine que nous avons actuellement. C'est une machine qui n'est plus, en fait, n'est plus en mode, n'est plus en ligne avec la technologie qui est donc sur le marché. Et donc, cette machine, elle ne sera plus utilisée. Et même, on n'aura pas à trouver donc un acquéreur pour cette machine, vu que cette technologie, elle est dépassée. Et donc, alors que nous, en fait, nous avons amorti que 2 ans de cette machine. Et donc, il reste encore une année d'amortissement qu'on n'a pas constaté. Et donc, on dit que donc, la dépréciation est la diminution de la valeur comptable d'une mobilisation corporelle qui dépasse son amortissement normal. Donc, la dépréciation a été à un rythme plus élevé que le rythme de l'amortissement normal. Donc, l'indicateur de dépréciation, des tests de dépréciation sont réalisés lorsque des événements ou des changements de circonstances indiquent que la valeur comptable d'un actif peut ne pas être récupérable. Donc, exemple, baisse significative de la valeur de marché, changement de la technologie défavorable ou déclin de performance. Donc, il y aura toujours des indicateurs de dépréciation, comme le cas, par exemple, baisse significative de la valeur de marché. Parce que, comme je vous ai dit, on doit veiller toujours à ce que notre actif ne soit pas surévalué. Et donc, si cette machine-là qu'on a au niveau de la comptabilité est pour 600 000 euros, alors que sur le marché, actuellement, ces machines se vendent à 400 000 euros. Et donc, si on va maintenir ces immobilisations pour ces 100 000 euros au niveau de la comptabilité, c'est comme si on a surévalué ou bien gonflé la valeur de nos actifs. Et donc, le principe comptable de prudence, il nous oblige là, c'est de constater une provision pour dépréciation. Parce que la machine qu'on a au niveau de la comptabilité pour 6 000, si on va la vendre aujourd'hui sur le marché, elle va nous rapporter que 400 000. D'accord? Et donc là, on est certain qu'il y a une dépréciation qui a eu lieu sur cette immobilisation. D'accord? Calcul et comptabilisation. La dépréciation est calculée comme la différence entre la valeur comptable de l'actif et sa valeur recouvrable. Donc la valeur recouvrable, par exemple, la valeur du marché. Donc si on va vendre cette machine aujourd'hui sur le marché, combien elle va valoir? Donc il ne faut pas que la valeur recouvrable de la machine, c'est-à-dire la valeur sur le marché, soit inférieure à la valeur nette comptable, c'est-à-dire à la valeur de l'actif moins le cumul des amortissements. Donc ça, c'est la règle générale. Il ne faut pas que la valeur récupérable soit inférieure à la valeur comptable nette. Pour une machine avec une valeur comptable de 15 000, une valeur recouvrable estimée donc à 10 000. Quand je dis valeur comptable nette, c'est-à-dire la valeur initiale, la valeur brute, déduction faite des amortissements. Donc, il est de 15 000, alors que la valeur recouvrable estimée à 10 000, c'est-à-dire si on va vendre cette machine sur le marché, ou bien les machines de même catégorie se vendent actuellement sur le marché pour 10 000 seulement. Donc, une dépréciation de 5 000 doit être comptabilisée pour constater la dépréciation. Comme je vous dis, comment on constate la dépréciation? C'est à travers la dotation, la provision pour dépréciation, la dotation en provision pour dépréciation. D'accord? C'est à travers le mécanisme de provision. L'écriture comptable, qu'on va être d'écriture comptable typique, c'est dotation en provision pour dépréciation,
et à provision pour dépréciation des actifs. Maintenant, lors de la présentation, c'est-à-dire au niveau de bilan, au niveau de notre bilan, si on va voir au niveau de bilan, on va voir par exemple immobilisation corporelle. On va voir l'immobilisation corporelle pour 100 000. En dessous, il y aura le cumul des amortissements. Par exemple, c'est 20 000. Et aussi, maintenant, en fait, on va mettre au-dessous de l'amortissement, on va mettre les provisions pour dépréciation. Pourquoi? Pour que la valeur de l'actif soit à une valeur, il ne soit pas surévalué, pour donner vraiment la valeur réelle de l'élément de l'actif. Donc, on doit afficher sous la valeur brute de l'immobilisation, on doit afficher les amortissements et on doit afficher aussi les provisions pour dépréciation. Et par la suite, on va déterminer la valeur nette de cette immobilisation. Et cette valeur nette, il ne doit pas dépasser la valeur récupérable, c'est-à-dire la valeur suite à une vente, par exemple, de cette machine. D'accord? Reprise. Donc là, en fait, comme toujours, comme je vous ai dit, en fait, une provision, elle est basée toujours sur des estimations. Et donc, ces estimations-là, quand on dit une estimation, donc l'estimation doit être révisée chaque fin d'année. D'accord? Tant que l'élément de l'actif, l'élément, en fait, il est encore dans notre actif, on doit toujours réviser ces provisions. Et la reprise doit être dans la hausse, vers la hausse ou bien vers la baisse. C'est-à-dire, donc, si l'année prochaine, il y aura donc une dépréciation supplémentaire, et donc on doit constater une provision supplémentaire. Si par contre, il y a eu donc la dépréciation, donc elle a baissé l'année suivante, et donc on doit constater une reprise sur cette écriture. Donc, on va maintenant plutôt créditer le compte de provision et débiter le compte de provision et créditer le compte 78. Reprise des éléments, des immobilisations incorporelles et corporelles. Donc, juste, je vous explique quelque chose au niveau de bilan. Au niveau de bilan, donc on va trouver par exemple immobilisation. D'accord? On va trouver comme ça. On va trouver immobilisation corporelle, par exemple, pour 200 000. D'accord? On va trouver immobilisation corporelle pour 200 000. Donc, au-dessous, en fait, on va mettre amortissement. Amortissement. Et quand on parle d'amortissement, on veut dire le cumul d'amortissements. Les amortissements réalisés durant, par exemple, les années, en fait, les dernières années sur cette immobilisation. Par exemple, supposons que le cumul des amortissements, il est de 40 000 euros. D'accord? Donc, supposons que le cumul, il est 40 000 euros. C'est de cette façon, en fait, je vous montre actuellement, en fait, je vous montre la manière, en fait, la façon de présenter au niveau des états financiers, comment on va présenter les amortissements et les provisions. Donc, les amortissements, ça va venir donc en déduction, donc on baisse. Donc, c'est de cette façon. Donc, il va être présenté, donc soit entre parenthèses, ou bien la valeur, donc au moins, en signe négatif. Et on va aussi donc mettre les provisions. Provisions pour dépréciation. D'accord? Pour dépréciation. Supposons que la provision pour dépréciation, il est pour 20 000 euros. Très bien. Là. Et donc, vous voyez là, au niveau de présentation, qu'est-ce qu'on va mettre? Donc, au niveau de bilan, donc ces immobilisations corporelles, ils vont être présentés pour une valeur de 140 000 honnêtes. Et donc, de cette façon, on a la certitude, après la constatation de la provision pour dépréciation, on a la certitude que nos immobilisations corporelles au niveau de notre actif, ils ne dépassent pas la valeur de marché. D'accord? Et donc là, on est certain qu'il n'y a pas une surévaluation. Donc, avec la provision, qu'est-ce qu'on a fait? Avec la provision, on a lutté contre une surévaluation
de nos actifs au niveau de nos immobilisations au niveau de nos actifs. Donc, la présentation, ça sera de cette façon au niveau de nos bilans. Donc, en général, on trouvera, donc on a l'habitude de voir au niveau des immobilisations corporelles, au niveau de bilan, donc ces deux lignes-là, immobilisation corporelle pour une valeur brute, et en dessous, on trouvera le cumul des amortissements en 6 mois. Donc maintenant, on va aussi donc faire apparaître une troisième ligne qui est la provision pour dépréciation. Et là, comme je vous ai dit, pour lutter contre une éventuelle dépréciation de l'immobilisation corporelle, sujet de l'évaluation. Donc, gardez en tête que, par principe de prudence, on doit veiller toujours à ce que nos éléments d'actifs ne soient pas surévalués. Et qu'est-ce que ça veut dire surévaluer? C'est-à-dire leur valeur ne doit jamais dépasser la valeur recouvrable. C'est-à-dire, si aujourd'hui on décide de vendre cette immobilisation, quelle est sa valeur recouvrable? À quelle valeur on pourra la vendre? Par exemple, là, c'est 140 000. C'est pourquoi on a déjà, alors que là, ça a été 160 000 au départ, c'est la valeur brute, moins les amortissements. Et c'est pour cette raison qu'on a constaté une provision pour dépréciation pour 20 000. Pourquoi? Pour ramener la valeur de l'immobilisation de 160 000, la valeur nette de 160 000 à 140 000 avec cette provision qu'on a constatée. Est-ce que c'est clair maintenant? Est-ce que c'est clair concernant cette dépréciation et concernant la présentation de cette provision pour dépréciation au niveau des états financiers? Ça, je parle de bilan. Ça, je parle de bilan de l'entreprise. D'accord? Très bien. Donc, très bien. Donc, ça, c'est la provision, comme je l'ai dit, tant qu'il s'agit d'une provision. Donc, on dit une provision, c'est une estimation. Et donc, estimation basée sur des informations. Et donc, s'il y en a d'autres informations, donc, qui vont soit donc, consolider cette information ou bien donc, baisser encore donc, la valeur de l'immobilisation, ou bien donc, plutôt donc, dans le sens positif, c'est-à-dire ils vont augmenter la valeur de cette immobilisation et donc on doit constater une provision. Et donc, chaque année, on sera sujet de constater soit une provision supplémentaire, soit une reprise sur la provision déjà constatée. Très bien. On va voir l'exemple. L'entreprise Lens donc, a fait l'acquisition d'une machine-outil donc, le 1er janvier année N pour 72 000 €, amortissable en mode linéaire sur 5 ans. Fin de l'année N+1, le test de dépréciation permet de déterminer une dépréciation de 12 000. Donc, il y a eu une 12 000 de dépréciation l'année N+1. Fin de l'année N+2, d'après donc, le niveau test de dépréciation, la reprise sur dépréciation prévue est de 8 700. Là, en fait, je vais revenir sur la présentation que je fais tout à l'heure pour ajouter une information. Là, en fait, vous vous souvenez de la valeur de cette information que je vous ai communiquée. Donc, je vous ai communiqué cette information en vous disant que la base, le cumul des amortissements ne doit jamais dépasser la base de l'amortissement. D'accord? C'est la même chose là. Si la valeur de l'immobilisation là, avec la provision, il est de 140, donc le cumul des amortissements ne doit jamais dépasser le cumul, c'est-à-dire les amortissements, les prochains amortissements, les amortissements qui vont venir, ne devraient jamais dépasser les 140. Donc, si nous étions sans cette provision, nous étions à une valeur de 160, c'est-à-dire on pourra constater des amortissements pour les années prochaines, par exemple sur les 3 ou bien les 4, en fait, ce qui reste, 160 000. Mais maintenant, en constatant cette provision pour dépréciation, il y en a une dépréciation. Donc maintenant, l'amortissement qu'on pourra constater, c'est plutôt 140 000 et non pas 160 000. D'accord? Ça va être très clair avec l'exercice qu'on va voir maintenant.
Donc, vous allez voir comment donc l'amortissement il pourra changer d'une période à l'autre avec la constatation de la dépréciation. Donc, je répète la lecture de l'exercice. Donc, l'entreprise, donc le NES, donc, a fait l'acquisition d'une machine-outil le 1er janvier N pour 72 000 € amortissables en mois linéaire sur 5 ans. Fin de l'année N+1, le test de dépréciation permet de déterminer une dépréciation de 12 000. Fin de l'année N+2, donc d'après le nouveau test de dépréciation, la reprise sur provision prévue est de 8 700. Vous voyez, en fait, là, il y a eu une dépréciation de 12 000 et par la suite, il y a eu une reprise sur provision donc, pour 8 700. Donc, présenter les plans d'amortissement. D'accord? Donc, on va présenter le plan d'amortissement de départ, donc sans tenir compte de la provision, de la dépréciation. Donc, comme par exemple au niveau de l'année N, donc on va voir s'il n'y a pas eu de cette dépréciation, donc comment devrait être donc le tableau d'amortissement. Et par la suite, donc on va voir quelle est l'incidence de la dépréciation constatée et de la reprise sur provision sur le calcul de l'amortissement. Voici la correction. Donc ça, c'est le plan d'amortissement initial. C'est comme si donc, il n'y a pas eu de dépréciation. Donc nous avons 72 000 bases de l'amortissement. L'annuité sur 5, donc c'est 72 000 sur 5, c'est 14 400. Donc là, l'amortissement cumulé, la première année, c'est 14 000. Deuxième année, c'est 14 plus 14, c'est 28 000. Troisième année, c'est 28 000 plus 14, c'est 43 000. Troisième année, c'est 43 plus 14, c'est 57 000. La cinquième année, c'est 57 plus 14, c'est 72 000. La valeur nette comptable, c'est la valeur donc, de base, c'est la valeur de base, valeur brute, déduction faite de cumul des amortissements. Donc, ce 72 000 moins 14, on trouvera 50. 72 000 moins 28, on trouvera 3. 72 000 moins 43, on trouvera 28. 72 000 moins 57, on trouvera 14. Et 72 000 moins 78, on trouvera 0. Très bien. Là, en fait, là, vous voyez que l'amortissement donc, est très simple. Donc, en l'absence de dépréciation ou bien de reprise sur dépréciation. Donc là, on va voir le plan d'amortissement révisé. Donc, qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter ces colonnes-là. On va ajouter ces colonnes de dépréciation et de reprise. Et donc, vous voyez là, en fait, la base de l'amortissement, elle est toujours constante, elle est 72 000. Alors que là, vous allez voir que la base de l'amortissement, elle a changé. Donc, elle était 72 000, maintenant, elle est 31 000. Et par la suite, avec la reprise, elle est 28 000. D'accord? Et là, c'est dû à l'incidence de la dépréciation. Et pour que, comme je vous ai dit, que le cumul d'amortissement ne doit pas dépasser la valeur nette de cette immobilisation. Donc, plan d'amortissement révisé. Donc, l'année N, c'est la même chose. Donc, 72 000, annuité 14 000, cumul amortissement 14 000, valeur nette comptable, c'est comme si c'est 57 600. L'année N plus 1, donc 72 000, annuité 14 000, cumul d'amortissement 28 000, il y a eu une dépréciation pour 12 000. D'accord? Il y a eu une dépréciation pour 12 000. Donc, si je mets les 75 000, moins le cumul des amortissements. Combien on a fait d'amortissement? On a fait cumul de 28 000. Donc, 72 000 moins 28 000, moins la dotation de la dépréciation, moins 12 000, on trouvera une nouvelle valeur nette comptable de 13 200 qui va servir comme base d'amortissement pour les 3 prochaines années. Donc, 31, les prochaines années, c'est quoi? C'est la valeur, voilà, base d'amortissement. Vous voyez, en fait, là, on a changé. Alors qu'ici, en fait, ça a été constant, les 72 000 durant les 5 ans. Mais là, en fait, il est passé à 31 000. C'est quoi les 31 000? C'est la base, en fait, c'est 72 000, moins cumul des amortissements, les 28 000, moins la dépréciation de 12 000. D'accord? Là, les 31 200, combien il nous reste d'années? Il nous reste 3 ans. Donc, on va diviser 31 200 sur 4, sur 3, on trouvera 10 400. Et donc, l'annuité, elle sera 10 400. Cumul d'amortissement,
c'est 28 000 plus les 10 000, on a 39 200. D'accord? Mais là, on a une reprise pour 8 000. Et donc, la valeur nette comptable, elle sera quoi? Donc, la valeur nette comptable, elle sera les 31 000, moins l'amortissement qu'on a constaté maintenant cette année, c'est 10 000, plus les 8 000. Et donc, on trouvera une nouvelle valeur nette comptable de 28 800, qui va servir comme étant la base d'amortissement pour les 2 années qui restent. Et donc, 28 800, on va les diviser par 2. Donc, ça sera 14 400 pour les 2 prochaines années, l'année N plus 3 et l'année N plus 4. Et donc, cumul d'amortissement, là, il sera 53 000. Et cumul d'amortissement, là, en fait, à la fin, il sera 68 000. 68 000. Vous voyez, en fait, cumul d'amortissement sur le plan d'amortissement donc initial, ça a été 72 000. Et là, le plan, au niveau de le plan révisé, c'est plutôt 68 000. Quelle est la différence? La différence, c'est 4 000. C'est quoi les 4 000? C'est la différence entre la dépréciation et la reprise sur la dépréciation. Donc, c'est l'effet de la dépréciation et la reprise. Donc, on a une dépréciation pour 12 000 et une reprise pour 8 000. Et donc, l'effet total, c'est comme s'il y a eu une dépréciation de 4 000. Et donc, c'est pourquoi cumul des amortissements, là, il était de 72 000 et là, il était de 68 000. Donc, comme si, donc, de cette façon, en fait, on est certain que le cumul des amortissements, il n'a pas passé la valeur, donc la la juste valeur de l'immobilisation qui est de 68 000 et non pas de 72 000. Donc, est-ce que c'est clair là? Je sais peut-être que c'est la première fois que vous voyez en fait les plans révisés, mais si c'est pas clair, je suis prêt donc à refaire donc et à vous expliquer encore une fois. Monsieur Tarek, Oui. Euh, Mon souci, c'est au niveau du plan d'amortissement révisé à la date N plus 2. Je n'ai N pas plus 2. bien. D'accord. N plus 2. Donc, de quoi on a besoin en fait l'année N plus 2? L'année N plus 2, on a besoin de savoir la base de l'amortissement. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il nous reste à amortir. D'accord? Donc, notre base d'amortissement, au départ, ça a été 72 000. Combien on a cumulé d'amortissement? On a cumulé d'amortissement 28 000 parce qu'on a amorti sur 2 ans. Donc, la première année, ça a été 14 000, la deuxième année, 14 000, donc ça fait 28 800. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à amortir maintenant? La valeur, donc, la valeur de. Vous voyez là, en fait, je reviens à cette image-là. Vous voyez cette image-là? C'est la même chose. Donc, comme si je vais reprendre les valeurs. Donc, nous avons, comme si là, nous avons les 72 000. Et là, nous avons les 28 000, je pense, c'est ça? Et là, nous avons les 12 000. « 28 800. Très bien. Très bien. Vous voyez la base? C'est comme si on a utilisé la même façon, de cette façon. En fait, on a pris la valeur initiale de l'immobilisation, qui est 72 000. On a pris le cumul des amortissements. Il y en a 2 années d'amortissement, 14 400, 14 400, donc ça fait 28 800. Et il y en a une dépréciation, donc comme si une provision. Donc la valeur de l'immobilisation sera 31 200.
C'est-à-dire la partie, donc, comme je dis, en fait, on doit toujours veiller à ce que notre amortissement ne dépasse pas la base d'amortissement. Donc, notre base d'amortissement, ce sera 31 200. Combien d'années il nous reste? Il nous reste 3 ans. Et donc, on doit diviser l'amortissement pour les prochaines années, ça sera 31 000 sur 3. C'est pourquoi on a trouvé les 10 400 d'amortissement. Et donc ça, s'il n'y a pas vraiment, par la suite, il a eu l'opération de reprise. Donc vous voyez là, donc vous voyez les 31 200, en fait, on a déterminé la base. Voilà, on a repris par la suite l'année N+2, les 31 200, et on a divisé sur 3, c'est-à-dire les années qui restent, on a trouvé les 10 400. D'accord? 10 400 plus les 28 000 déjà constatés, c'est-à-dire comme si on a constaté déjà des amortissements pour 39 200. Et par la suite, il a eu une reprise de 8 000. Donc, l'amortissement, là, il est 39 800. Très bien. Donc, je vais vous montrer sur Excel. Donc, ça, c'est la situation initiale, d'accord? La deuxième situation, la situation de l'année N+3. Là, c'est la situation N+2. Donc, N+2, et on va voir la situation N+3. Donc, ça, c'est N+2. Et là, c'est N+3. Donc, on a toujours 72 000. Amortissement, donc, on a 39 200. Donc, l'amortissement, c'est 39 200. 39 200. Et on a vu, en fait, 39 200, c'est quoi? C'est le 28 800 plus les 10 400. Donc, ça fait très bien. Provision pour dépréciation. Donc, on a plutôt maintenant, en fait, on n'a pas une provision pour dépréciation, mais on a une reprise. Et donc, une reprise pour 8 000. Là, on va mettre 8 000. D'accord? Donc, notre base, c'est combien maintenant? Notre base, c'est 40 800. Ça? 39 200. 39 200. 72 000. 28. Donc, on était à 31 200. Ah, voilà, on a changé, donc on n'est plus à 72 000 plutôt. Mais je veux rester donc dans les 72 000. 12 000 moins 8 000. Voilà. Voilà la situation. Voilà. Une reprise pour 2000. Voilà. C'est ça la situation là où on est. Voilà. Et donc, la valeur, la base de l'amortissement, l'année N+3, c'est 28 200. Combien d'années il nous reste? Là, en fait, il nous reste 3 ans, N+2. Là, il ne reste que 2 ans. Donc, on va diviser, donc celle-là est égale à 31 000 sur 3. Et là, 28 000 sur 2. Vous voyez, en fait, comment on a déterminé
ces valeurs. Donc, ah, voilà. Donc, l'amortissement, donc la dotation de l'année N plus 2, elle sera de 10 400 et celle de N plus 3 et N plus 4, ce sera de 14 400. Et donc, si on revient à notre exemple, on va voir que, voilà, vous voyez, en fait, donc, ça a été 10 400 et par la suite, elle a passé vers 4 400. Pourquoi elle a augmenté? Parce qu'il y a eu une reprise sur la provision. Et donc, il y a eu un changement aussi au niveau de la base de l'amortissement. Donc, notre base de l'amortissement, donc, elle a changé. Donc, elle est devenue 28 800. On va diviser sur, comme je vous dis, sur les années de l'amortissement qui restent, c'est-à-dire sur 2 ans qui restent. Donc, et c'est pourquoi on a déterminé les 14 400. Donc, est-ce que c'est clair? Toujours, en fait, garder cette règle en tête. Base d'amortissement, donc on doit toujours veiller à ce que le cumul des amortissements ne doit pas dépasser le base d'amortissement. C'est pourquoi on a toujours aller à la recherche de la base d'amortissement, combien d'années qui vont rester. D'accord? Là, qu'est-ce qu'on a fait? On a déterminé le base d'amortissement, on a déterminé le nombre d'années qui restent, donc on a divisé le base d'amortissement sur les nombres d'années qui restent, on a déterminé la dotation. La même chose, on l'a fait ici au niveau de la N plus 3. Au niveau N plus 3, on a déterminé la base de l'amortissement, qui est le 28 200. Combien d'années qui restent? 2 ans. On a divisé la base d'amortissement sur 2 ans, on est 14 400. De cette façon, on est certain que on ne va jamais dépasser la base de l'amortissement, c'est-à-dire la valeur brute, on ne va jamais la dépasser avec le cumul des amortissements qu'on va réaliser. Et donc, la valeur comptable nette, c'est quoi? La valeur comptable nette, c'est la valeur brute moins le cumul des amortissements. Et donc, de cette façon, la valeur comptable nette ne peut jamais être négative. Donc, la valeur comptable nette, donc, au maximum, elle est zéro. Donc, c'est le cumul d'amortissement soit égal à la valeur brute des immobilisations, que ce soit la valeur brute plus les dépréciations, plus les reprises sur provision. D'accord? Est-ce que c'est clair concernant la dépréciation et le calcul de l'amortissement? En fait, je vous conseille de le refaire, l'exercice. Donc, il n'y a pas de... Vraiment, on n'est pas très compliqué, mais juste peut-être c'est quelque chose de nouveau. Mais comme je vous dis toujours, calculer la nouvelle base d'amortissement et ce qu'on a fait là au niveau de 31 000, et ce qu'on a fait là aussi au niveau de 28 000. En fait, on doit calculer la nouvelle base de l'amortissement. Et qu'est-ce qu'on fait? L'annuité, c'est quoi? Vu qu'on est devant une situation de l'amortissement, donc il est linéaire, donc on va diviser donc, la base de l'amortissement sur le nombre d'années qui restent et on va déterminer l'annuité. Et par la suite, le reste, il sera simple. On va cumuler l'amortissement, c'est quoi? C'est le cumul de l'année en fait, de l'année précédente et on va ajouter l'annuité. Donc, c'est toujours 53 000, c'est quoi? C'est 39 plus 14. On va trouver les 53. 68 000, c'est quoi? C'est 14. On a trouvé les 63. D'accord? Mais pour le reste, il est simple. Donc, est-ce que c'est clair concernant cet tableau d'amortissement donc révisé? Est-ce que c'est clair? C'est bon pour Oui, moi. C'est bon, c'est clair? oui, c'est bon. Excellent, très bien. Mais comme je vous ai dit, en fait, je vous conseille vraiment vivement donc, à refaire l'exercice. Moi, je vous ai fait en fait le détail. Je vous ai fait en fait le détail là, en fait, comment on a déterminé ces valeurs-là. Et comme je vous dis, en fait, toujours donc avoir la méthode de s'assurer que le cumul des amortissements n'est dépassé. Donc, que ce soit la valeur initiale, que ce soit la valeur donc, que ce soit la valeur brute, moins et plus donc, les reprises de reproduire. D'accord? C'est ça le plus important. C'est ça la règle pour ne pas constater que le cumul d'amortissement vous aurez une valeur. Ça doit faire on ne doit jamais trouver un maximum entre des valeurs comptables nettes égales à 0.
D'accord? C'est clair? Très bien. On va voir, qu'est-ce qu'on va voir? Très bien. On va voir la réévaluation, mais on va la laisser donc pour la prochaine fois. Je vous donne donc juste donc petit aperçu donc sur la réévaluation. Donc la réévaluation, c'est un process donc qui nous permet de réviser la valeur de nos actifs au niveau des états financiers. On a vu avec les dépréciations que l'objectif c'est que en fait l'immobilisation ne soit pas une valeur qui dépasse la valeur de marché. Mais la réévaluation, c'est plutôt dans ce sens. C'est-à-dire, donc, on était auparavant dans un principe qu'on appelle le coût historique, le principe de coût historique. Donc, nous étions obligés à ce que donc, nos actifs ne soient pas, en fait, nos actifs soient évalués au prix, au historique, au coût historique, alors que réellement, donc, la situation réelle, sur le marché, on trouvera que la valeur de cette immobilisation passe de loin le coût historique. Et donc, vous allez trouver des entreprises donc avec, qui ont, par exemple, un terrain donc acheté depuis 10 ans, donc pour, par exemple, 200 000 euros, et qu'il est toujours affiché, donc après 10 ans, après 15 ans, bien 20 ans, toujours affiché pour ces 200 000 euros, alors qu'il vaut peut-être 800 000, 900 000, 900 000 euros. Et donc, la norme comptable pousse à faire tout ce qui est réévaluation pour refléter la situation réelle de l'entreprise. Donc, l'objectif des normes internationales, c'est quoi? Refléter la situation réelle de l'entreprise. Il ne doit pas vraiment donc être ni trop prudent, ni en fait, on doit appliquer des règles de prudence, mais donc maîtriser, qui est maîtrisé, donc bien calculé. D'accord? Donc, on va voir donc la prochaine fois le principe, la technique de réévaluation des immobilisations corporelles et comment donc l'incidence de la réévaluation, c'est-à-dire, par exemple, quand il est passé à 500 000, donc cette différence entre 200 000 et 500 000, comptablement, comment on doit le décider? Est-ce qu'on doit le constater en compte de charge? Est-ce qu'on doit constater en compte? Est-ce qu'on doit le constater en produit? Et donc, on va voir une norme internationale. Qu'est-ce qu'elle prévoit pour le traitement de plus-value de ce qu'on appelle plus-value de réévaluation? D'accord? Très bien. Donc, je vous remercie une autre fois donc, pour votre présence. Et la prochaine fois, donc, on va commencer avec la réévaluation des immobilisations corporelles. D'accord? Très bien. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite donc bonne soirée et notre rendez-vous, donc, ce sera donc jeudi, vendredi, oui. Ce sera donc le vendredi soir. Vendredi? Vendredi ou bien samedi? Samedi. Je m'excuse. Notre rendez-vous. Je n'ai pas encore retenu. Donc, notre rendez-vous. Samedi. Donc, on a les deux séances, le mardi et le samedi. Donc, notre prochaine séance, ce sera le samedi prochain, Charles. D'accord? Merci beaucoup une autre fois donc, pour votre présence. Je souhaite vous voir donc, la prochaine donc, séance, Inch'Allah, où on va essayer de terminer donc, la norme sur les immobilisations corporelles, qui est une norme fondamentale, une norme très importante qu'on doit vraiment la maîtriser. Merci beaucoup une autre fois. Je vous souhaite donc bonne soirée et notre rendez-vous sera, Inch'Allah, le samedi prochain. D'accord? Merci, à bientôt. Au revoir.